Bonjour, bienvenue sur le replay d'une visioconférence qui a été organisée par CNKR le 10 novembre 2020 à 20 heures. Nous parlons de genou méniscal et je laisse Paul Arnaud nous présenter les deux intervenants du jour. On va commencer la conférence par Romain Daillon, qui est chirurgien anciennement à Paris et nouvellement à Caen, qui va nous présenter la chirurgie des ménisques et notamment l'indication dans quel cas il souhaite voir le patient et dans quel cas il souhaite l'opérer ou pas. Et ensuite, Baptiste nous présentera la rééducation post-opératoire. Et il dira peut-être un petit mot sur la rééducation quand il n'y a pas d'opération. Voilà, super. J'en profite aussi pour vous ressolliciter rapidement à participer à la cagnotte Litchi que nous avons mis en place pour nous aider à financer les frais de l'association. Donc, pour rappel, CNKR, c'est une asso uniquement de bénévoles et les intervenants le sont également. Et donc, nous proposons à chacun d'entre vous de participer, ne serait-ce que de 1 ou 2 euros lorsque vous lisez une conférence en replay ou en présentiel, pour nous aider à financer notamment l'abonnement de Zoom. Voilà, j'espère vous revoir bientôt en présentiel et je laisse donc Romain commencer sa présentation. Ok. Donc, je suis Romain Daillan, je suis orthopédiste à la Polyclinique du Parc à Caen. Avant ça, j'étais CCA au CHU Pitié-Salpêtrière. Et donc, je remercie Paul et toute l'équipe là de m'avoir invité pour vous parler des genoux, du genou méniscal. C'est un sujet d'actualité, on en parle beaucoup en ce moment et vous allez voir pourquoi. Donc déjà, quelques petits rappels anatomiques pour replacer les choses un petit peu en 3 dimensions. Ça, c'est une vue supérieure du tibia avec l'avant ici, l'arrière là, le plateau tibial interne ici, le ménisque interne en forme de C, le ménisque externe en forme de O. Le rôle des ménisques, c'est l'absorption et la répartition des contraintes. Comment? Eh ben, en fait, en améliorant la congruence articulaire. En effet, le plateau tibial, il est plat, le condyle fémoral, il est arrondi, et donc le ménisque, il vient faire coussinet entre le plateau tibial et le plateau fémoral pour améliorer la congruence articulaire et donc protéger le cartilage du genou. Il y a un second rôle pour le ménisque médial qui est plus récemment découvert. Il aurait une participation dans la stabilisation du genou, mais c'est un rôle bien moindre que les ligaments et dont on ne parlera pas ce soir. Pour faire un petit point sur les pratiques actuelles, en 2009, on faisait 126 000 ménisectomies contre 4 000 sutures. En 2012, on fait 3 fois plus de sutures, même plus de 3 fois plus de sutures et 122 000 ménisectomies. Il y a fort à parier qu'en 2020, le nombre de sutures a doublé par rapport à 2012 et que les ménisectomies continuent de descendre doucement. Là, je vous ai mis un schéma de comment se passe une arthroscopie. Une arthroscopie, c'est une caméra qui rentre dans le genou, qui permet de voir la corne moyenne, la corne postérieure des deux ménisques. Évidemment, on a une moins bonne vision sur la corne antérieure puisque la caméra arrive de devant et regarde donc l'arrière du genou. C'est pareil pour la pince opératrice qui nous permet de faire un geste. Elle arrive de devant le genou et elle peut faire un geste sur la partie moyenne du genou, sur la partie postérieure, mais pas du tout sur la partie antérieure. Et là, vous avez une illustration d'une vue arthroscopique. Donc, on est genou gonflé de sérum physiologique, le tibia en bas, le fémur en haut, et au milieu, le ménisque avec ici des fils de suture. On reverra tout ça ensuite. Les lésions méniscales, on peut les classer en 2 types, les lésions méniscales dégénératives et les lésions méniscales traumatiques. On peut aussi avoir des lésions méniscales dégénératives, des lésions méniscales traumatiques sur un ménisque dégénératif. Ce qu'il faudra bien noter, c'est que le ménisque il est vascularisé de cette manière. Donc, le bord libre qu'on appelle la zone blanche-blanche n'est pas vascularisé. C'est le bord libre du ménisque. Elle a un potentiel de cicatrisation très faible. La zone moyenne du ménisque, qui est dite rouge-blanche, a quelques vaisseaux qui viennent. Elle cicatrise un petit peu.
et la zone périphérique du ménisque et son mur méniscal sont très bien vascularisés et donc ont une bonne cicatrisation. Encore une vue arthroscopique, cette fois, pour s'habituer un petit peu, cette fois, c'est une vue arthroscopique d'un ménisque sain avec le plateau tibial, le condyle fémoral et le ménisque au milieu. Il faut penser que, par exemple, pour voir un ménisque interne, on est le genou en valgus pour ouvrir le compartiment interne et voir le ménisque interne. Les lésions méniscales dégénératives, c'est le premier chapitre du topo, donc ça touche les adultes en général de plus de 30 ans. Ça touche majoritairement la corne postérieure et la corne moyenne des ménisques, plus souvent le ménisque médial, et c'est une symptomatologie chronique. Un patient qui est douloureux, mais pas forcément extrêmement douloureux, il peut marcher sans problème, et il a des hauts et des bas, il a une histoire de douleur du genou qui est souvent un petit peu ancienne. Est-ce que toutes les lésions méniscales dégénératives sont symptomatiques? Alors absolument pas, puisqu'en fait, si on faisait une IRM à toutes les personnes de plus de 30 ans, celles qui ont une lésion méniscale dégénérative, vue à l'IRM, ne seraient symptomatiques que dans 40% des cas. Donc, a priori, il y a 60% d'asymptomatiques avec des lésions méniscales dégénératives. Là, je vous ai mis une vue arthroscopique d'un même patient, quasiment au même moment. On voit soit le compartiment interne, soit le compartiment externe. Donc, on a la caméra dans le genou qui arrive d'antérieur à postérieur. On voit ici le compartiment externe avec le plateau tibial, le condyle fémoral et le ménisque ici. C'est un ménisque sain avec un bord libre bien net et un tissu méniscal sain. Ici, le ménisque interne, c'est complètement différent. On a un bord libre complètement chevelu sur toute la corne moyenne et la corne postérieure. On voit ici une ébauche de fissure méniscale qui a l'air de se prolonger beaucoup plus loin. Je voulais aussi attirer votre attention sur l'association entre lésions méniscales dégénératives et arthrose. C'est une association très fréquente. Dans 70% à 90% des cas, les deux sont liés. Certains même disent que les lésions méniscales dégénératives, et c'est probablement la vérité, sont considérées comme le stade 0 ou le stade 1 d'une arthrose débutante. Donc, il faudra toujours compléter le bilan radiologique d'un patient qui a une IRM, un courrier de son médecin traitant qui dit douleur chronique du genou avec à l'IRM une lésion méniscale dégénérative. Il faudra compléter, ne pas hésiter à compléter par des radiographies, tout simplement pour dépister ça, un pincement important de l'interligne fémoro-tibiale interne. Et donc, en plus d'une lésion méniscale, il a surtout une arthrose fémoro-tibiale interne. Et on se doute qu'avec une arthroscopie, on ne va pas régler ces problèmes à ce patient. Les traitements des lésions méniscales dégénératives, en premier lieu, il est médical. C'est les antalgiques, les anti-inflammatoires quand on a une crise douloureuse, l'infiltration de corticoïdes ou d'acide hyaluronique et la rééducation. Là, c'est un exemple d'infiltration, c'est rien du tout, ça met 5 minutes, on désinfecte la zone, avec une seringue, on injecte soit des corticoïdes, soit de l'acide hyaluronique. Le patient peut remarcher, on lui conseille 48 heures de repos relatif, mais il peut remarcher tout de suite. En cas d'échec d'un traitement médical bien conduit, un traitement médical bien conduit, c'est au moins une infiltration, voire plus, et c'est 3 à 6 mois de traitement. Dans ces cas-là, on pourra proposer une arthroscopie pour, le plus souvent dans le cadre d'une lésion méniscale dégénérative, une ménisectomie. On en profitera pour faire un débridement, lavage de tout le genou en explorant tous les compartiments du genou. Qu'est-ce que disent les études sur les traitements? Les études disent que l'acide hyaluronique, donc l'infiltration d'acide hyaluronique versus l'arthroscopie, ne montre pas de différence significative. Pourtant, ce n'est pas les mêmes risques encourus avec une injection d'acide hyaluronique et une arthroscopie de genou. Même si l'arthroscopie de genou est relativement bénigne, il y a une anesthésie et il y a des risques opératoires liés à toute chirurgie. Et encore plus intéressant, arthroscopie avec geste méniscal versus chirurgie placebo, c'est-à-dire en gros cicatrice d'arthroscopie. Pareil, pas de différence significative. C'est cette étude que je vous présente ici, publiée dans ce grand journal, qui a comparé ménisectomie versus chirurgie placebo, donc chez 146 patients, une étude multicentrique, et qui à 12 mois ne retrouvait pas de différence significative entre les deux groupes sur les différents scores du genou. Et si on proposait aux patients à 1 an post-opératoire
S'ils auraient choisi, sans savoir quelle technique ils ont eu, s'ils auraient choisi l'autre technique, ils répondent à la grande majorité et dans les deux groupes que non, ils garderaient la même technique. Donc, on peut se poser en effet la question de l'arthroscopie systématique sur une lésion méniscale dégénérative. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, qui opérer finalement? Eh ben, il faut déjà opérer les lésions symptomatiques, ça c'est évident. Il faut qu'il y ait une concordance entre l'IRM et la clinique, c'est-à-dire qu'un patient qui a une lésion méniscale dégénérative que vous voulez opérer, la lésion est sur le ménisque interne, il faut qu'il ait mal en fémoro-tibial interne, sinon c'est pas bon. Les lésions instables aussi, on verra ça plus tard. Les languettes, les anses de saut, ça s'opère, c'est logique. Mécaniquement, quand le patient bouge son genou, le ménisque, en tout cas la lésion méniscale est instable et gêne le patient. Les jeunes et les grands sportifs, on pourra tenter des réparations méniscales ou de les améliorer pour leur reprise d'activité sportive. Les échecs de traitement bien conduits, alors c'est sûr quand on a fait antalgique, rééducation bien conduite, infiltration et qu'on a des résultats médiocres ou pas de résultats, on est en droit de proposer une arthroscopie pour un traitement chirurgical. Et on essaiera de favoriser l'arthroscopie chez les patients présentant une lésion méniscale dégénérative sans arthrose. On sait que l'arthroscopie chez le patient arthrosique, ce n'est pas une bonne idée et on peut avoir des suites compliquées. Il se fait 700 000 ménisectomies par an aux États-Unis pour un budget de 4 milliards de dollars. On comprend que des journaux comme le New England se soient intéressés à la question et pourtant, ils n'ont pas forcément l'habitude de publier de l'orthopédie. La technique opératoire d'une ménisectomie, qui est la technique quand même de référence de la lésion méniscale dégénérative, c'est sous anesthésie générale ou rachianesthésie, en décubitus dorsal, un garrot à la racine de la cuisse et avec une colonne d'arthroscopie. On commencera donc avec cette colonne d'arthroscopie et la caméra par vérifier tous les compartiments du genou, fémoro-patellaire, fémoro-tibial interne, fémoro-tibial externe. Ce qui nous permettra de faire le bilan des chondropathies. Donc, il y a souvent de l'arthrose un petit peu associée, donc on pourra faire le bilan de la chondropathie. On peut retrouver ce genre de choses, un petit corps étranger dont on comprend qu'il peut gêner le genou, donc c'est important de faire le tour du genou. Ensuite, ça c'est la pince qui sert à faire la ménisectomie et le crochet qui sert à tester le ménisque. Je vous ai fait une petite vidéo très récente que je viens de faire qui montre un petit peu le déroulé d'une ménisectomie. Donc, c'est une vidéo qui est faite sans pause, où on se pose souvent la question de est-ce que ça filmait, est-ce que ça filmait pas, et on essayait de prendre des photos en plus pour avoir ces images. En fait, ça filmait très très bien. Donc là, vous voyez le crochet palpateur qui vient tester un petit peu le ménisque, s'insérer dans les différentes lésions pour faire un petit peu le point et qui va nous aider à choisir notre traitement. Donc là, on est caméra dans le genou, la caméra et puis le matériel d'arthroscopie injecte du sérum physiologique. On est en position de valgus forcé pour voir le ménisque interne et on fait un petit peu le bilan de la lésion. En gros, bon, on a compris qu'on ne pourrait pas suturer grand-chose sur cette lésion et qu'il va falloir enlever tout ce qui est instable. Donc là, on arrive avec notre pince qui s'appelle donc la pince basket, qui nous permet de croquer, comme vous allez le voir, le ménisque pour enlever les parties qui ne nous plaisent pas. Problème de cette pince, c'est qu'elle crée des débris, là, comme celui-là que vous voyez, et qu'il faudra les retirer un par un pour espérer avoir le meilleur résultat possible et pour ne pas avoir de conflit avec quoi que ce soit. Donc, on s'est dit que vu l'ampleur de la lésion, la pince basket, elle n'était pas la plus adaptée et on va finalement changer pour un couteau qu'on appelle couteau motorisé. Donc, c'est cet instrument, il tourne et il aspire. Et donc, il vient couper les parties du ménisque malade. Donc voilà, là je vous dis, il y a une petite pause parce qu'on se posait la question de faire une photo, on trouvait l'image jolie, mais on ne savait pas que ça, enfin, on n'était pas sûr que ça filmait parfaitement. Et donc là, voilà le ménisque qui est complètement dégénératif, qui est aspiré et coupé en même temps. Donc là, voilà, on voit cette languette là qui nous plaît pas, qu'on a envie d'essayer un petit peu d'attraper pour pouvoir l'enlever complètement. De temps en temps, ça met un petit peu plus de temps que ce qu'on aimerait, mais ça va finir par le faire.
Et là, on peut apercevoir, là, trop tard, je vous le remontrerai après. On peut apercevoir ici une lésion arthrosique. C'est très fin ulcère arthrosique sur le cartilage tibial du plateau tibial. Pendant ce temps, on est en train d'enlever, de peaufiner la corne médiale du ménisque. Voilà, là on est mieux, là on est plus chevelu comme tout à l'heure, on se retrouve en tissu méniscal sain. Par contre, il y a toujours cette languette qui nous déplaît beaucoup et qu'on a envie d'enlever et qu'on ne va pas tarder à enlever. Donc voilà. La lésion est prise et elle est complètement enlevée avec cet instrument qui a l'avantage de ne pas laisser de débris, contrairement à la pince basket de tout à l'heure. Là, c'est la corne postérieure maintenant qui nous intéresse. Là, on a ce moignon méniscal qui est complètement instable, qui n'a rien à faire à cet endroit, qu'on vient retirer aussi progressivement avec le shaver. Et on va bientôt obtenir en fait un… Voilà, donc là, on a tout enlevé. Et là, on se retrouve avec un ménisque qui est beaucoup plus stable, en tout cas tout le ménisque restant, c'est sûr, il y a une ménisectomie, mais le ménisque restant est stable. On a cet ulcère cartilagineux ici, qu'il faudra bien noter sur le compte-rendu opératoire, mais qui est peu profond et qui n'est pas très inquiétant. Et on peaufinera un tout petit peu la ménisectomie, on reviendra avec le crochet palpateur pour tester qu'il n'y ait plus rien d'instable. Et en gros, c'est juste ça. Donc là, il y a eu 2 minutes ou 2 minutes 30 de vidéo. Et le geste complet, c'est 10 à 15 minutes. Les consignes post-opératoires après ce type de geste, eh ben, c'est relativement simple. C'est la reprise de la marche en appui complet dès le post-opératoire, donc dès la salle de réveil. Le patient peut se lever et marcher. On mettra une attelle de Zimmer les premiers jours pour prévenir la sidération, enfin la chute qui serait liée à une sidération du quadriceps qui n'est pas très importante puisque les temps de garrot ont été courts et que la chirurgie est quand même peu douloureuse. Glaçage dans les suites pour éviter l'œdème, l'hématome, rééducation immédiate sans restriction d'amplitude, soins de cicatrices et anticoagulation préventive une quinzaine de jours. Les résultats ils sont très bons si les indications elles sont bien posées. Si le genou est arthrosique, on a une amélioration transitoire qui est liée au lavage articulaire, on a envoyé du sérum physiologique, on a enlevé le liquide articulaire inflammatoire, donc ça améliore les douleurs, mais ce sera que transitoire. La ménisectomie chez le sujet jeune, c'est un risque d'évolution vers l'arthrose fémoro-tibiale et c'est notamment vrai pour le ménisque externe. Ça, c'est une notion très importante. Il y a quelques dizaines d'années, on faisait des ménisectomies à tour de bras. On les revoit tous 20 ans plus tard avec des arthroses assez importantes. Le deuxième versant donc, du topo, c'était les lésions méniscales traumatiques. Ces lésions méniscales, elles surviennent à tout âge. C'est des traumatismes récents parce que le patient, il arrive en boitant. Il ne pouvait plus marcher dans les quelques jours qu'on suivi le traumatisme. Il a eu un gros genou. Symptomatologie aiguë. On retrouve un trauma sportif en général. Ça touche le ménisque médial dans 74% des cas, la corne postérieure plutôt, et c'est des lésions verticales, radiaires, un peu comme celle-ci, avec un bord libre sain, un tissu méniscal, le reste du ménisque qui est sain, mais une déchirure franche du ménisque. Un autre type de lésion méniscale traumatique, c'est l'anse de saut qu'on va voir après, qui est importante. Et donc, méfiance devant les lésions du méniscal traumatique, méfiance aux lésions ligamentaires associées ou aux lésions chondrales, cartilagineuses, voire osseuses, puisqu'il y a eu un traumatisme. Donc, attention à ne pas être focalisé sur le ménisque, vérifiez bien le LCA, tout ça. Le cas particulier, donc c'est l'anse de saut méniscal, c'est la seule urgence. C'est intéressant, c'est la seule urgence méniscale en fait. Là, il y a toujours une notion de traumatisme ou de faux mouvement et très souvent en hyperflexion, une douleur avec un blocage en flexion et un flexum irréductible. Donc vraiment, le patient se présente, il ne peut pas étendre la jambe et il ne peut plus depuis qu'il a eu ce traumatisme. Comment ça fonctionne? Une anse de saut méniscal, c'est une lésion de ce type qui s'étend sur la longueur du ménisque et qui, lors d'un mouvement de flexion prononcé, vient s'exclure, vient sortir en fait pour se mettre dans l'échancrure. Et le condyle fémoral, en repassant en extension, vient vraiment fixer
cette anse de saut, ce fragment méniscal au niveau de l'échancrure. On comprend que la place de l'épine tibiale plus la place du LCA plus le fragment méniscal dans l'échancrure, eh ben, c'est trop de volume et on ne peut plus étendre le genou. Il y a un conflit avec l'échancrure de l'anse de saut méniscal. Et donc, méfiance, hein, toujours, je le répète, avec l'anse de saut méniscal, attention, on peut très bien avoir une rupture du LCA associée et ce sera important pour la prise en charge. Là, je vous montre l'IRM d'un patient. Donc, c'est plein de clichés dynamiques que je fais bouger un petit peu comme ça. On voit que c'est un patient qui a une ligamentoplastie, hein, puisqu'il a une vis ici et qu'on va voir un tunnel fémoral par là. Voilà, un tunnel fémoral. Donc, on se pose la question quand même sur son ménisque interne. Ici, il est vraiment très court, très, très fin. Et sur toute la longueur, on ne retrouve pas de ménisque interne alors qu'on a un ménisque externe qui a un bon volume, qui a un bon signal, qui est en hyposignal, qui est très bien. Donc, quand on cherche un petit peu le ménisque interne, soit le patient il a eu une ménisectomie lors de sa plastie du LCA, soit il y a un souci. Et bien là, en fait, il y a un souci puisque le fragment méniscal interne, il est ici, il est dans l'échancrure, il est bloqué, il est coincé. Donc, c'est une anse de saut méniscale. On le voit, on peut le suivre. Hein. Tout là, voilà, dans l'échancrure. Si on regarde le genou de profil, là, on a le LCP qui est d'aspect normal, ligament croisé postérieur d'aspect normal, et on a cet aspect de double LCP. Le double LCP, c'est l'aspect typique d'une anse de saut luxée dans l'échancrure. Là, vous l'avez, l'anse de saut. Là, c'est la face. La ligne bleue là, passe par cette coupe-là. Et donc, on retrouve l'anse de saut ici. Et puis, à noter que c'est un patient qui a eu une ligamentoplastie du LCA. Ici, on voit un gros kyste antérieur. C'est un cyclope syndrome, donc un patient qui a vraiment pas de chance. Il fait un nodule d'arthrofibrose au pied de son LCA, de sa greffe de LCA, et qui donc a un flessum encore plus important du fait de ces deux causes. D'ailleurs, on voit qu'il est allongé dans l'IRM, il a le fémur qui est comme ça, et le tibia qui est angulé. Ce n'est pas un flessum énorme, mais il y a un vrai flessum alors que c'est un patient allongé. La prise en charge des lésions méniscales traumatiques, elle est chirurgicale. Puisqu'on est sur du tissu méniscal sain, on peut le suturer, ça va fonctionner. Il y a un potentiel de cicatrisation qui est vrai sur un tissu méniscal sain. Il faut les prendre en charge précocement, voire en urgence, comme je vous l'ai dit, pour l'anse de saut luxée. Hein, c'est une urgence relative, hein, c'est pas la peine de l'opérer la nuit. On peut l'opérer dans les jours qui suivent, dans la semaine qui suit. C'est pas trop un souci, mais il ne faudra pas laisser un patient en flessum irréductible trop longtemps. Et donc, il faudra faire une suture méniscale dès qu'il est possible, toujours dans cet objectif d'être dans l'épargne méniscale, d'enlever le moins possible de ménisques pour éviter la survenue d'arthrose fémorotibiale. La technique de suture, c'est un peu plus long qu'une ménisectomie, un peu plus difficile. Les instruments d'arthroscopie, c'est à peu près les mêmes. Donc, on a une lésion méniscale qu'on viendra aviver avec une fraise boule. Ici, vous ne voyez pas, mais c'est une fraise qui est relativement piquante et qui est toute petite, hein, qui vient pour s'insérer dans la lésion méniscale, pour frotter, pour aviver les choses, pour faire saigner, pour aviver la cicatrisation. Ici, vous avez ce qui va nous permettre de mettre des encres dans le mur méniscal et de tirer un fil comme je vais vous montrer ensuite. Et là, c'est pour couper le fil dans le genou. Donc ça, c'est la technique all inside. C'est 99% des sutures méniscales parce que heureusement, ça touche en général la corne moyenne et la corne postérieure. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Donc là, c'est des images successives où on est avec le crochet palpateur, on vient tirer sur le ménisque. On voit qu'avec le crochet, on arrive à le subluxer, on passe en dessous, on arrive encore à le subluxer, même encore un peu plus. En fait, il est détaché de son mur méniscal au niveau de la corne postérieure. Donc, on a fait le bilan, c'est un patient, c'est une lésion traumatique qui est survenue récemment. On décide de faire une suture. On vient mettre une encre ici, une seconde encre ici, et on vient tirer sur le fil progressivement pour replaquer le ménisque. Et donc, on fait une suture comme ça, tous les 5 à 7 mm. Là, on en a une, l'autre était là, pour
stabiliser le ménisque à son mur méniscal et entraîner la cicatrisation pour éviter que la lésion méniscale s'étende et que le patient redevienne indolore. Là, c'est une autre technique beaucoup plus rare, c'est pour réinsérer la corde antérieure. Donc, on ne peut pas le faire avec les instruments traditionnels d'arthroscopie puisqu'ils ne permettent que d'aller derrière. Donc là, c'est avec 2 aiguilles, un lasso et un fil. Et même chose, ça nous crée ici un pont qui vient réinsérer le ménisque à sa capsule, mais cette fois pour la corde antérieure. C'est plus compliqué à faire et par chance, c'est plus rare. Là, c'est dernière technique de suture, encore beaucoup plus rare. Ici, on est en présence d'une lésion méniscale, un grand clivage horizontal, c'est cet hypersignal, ce signal blanc au sein du ménisque qu'on retrouve ici sur le profil, qui montre cette grande dissection méniscale qui ne sera pas possible de traiter sous arthroscopie. Et donc, on va faire à ciel ouvert cette fois. On va faire une petite arthrotomie en regard du ménisque. On va venir repérer la lésion méniscale horizontale ici, l'aviver le plus possible, toujours dans le but qu'elle cicatrise, la suturer sur elle-même, obtenir des sutures tous les 5 mm pour qu'elle se referme sur elle-même. Et ensuite, on réinsérera le ménisque à la capsule et on fermera l'arthrotomie. C'est beaucoup plus rare. Les consignes post-opératoires, donc ça c'est très variable selon les opérateurs. Ça va de l'appui soulagé à l'absence d'appui pendant 6 semaines. Souvent, il y aura une limitation de la flexion pour éviter de mettre en contrainte la suture. Donc, on limitera la rééducation à 0,90 degrés les 6 premières semaines, puis des amplitudes libres, mais il ne faudra jamais forcer sur la flexion, jamais d'hyperflexion. Une anticoagulation préventive pendant 6 semaines en l'absence d'appui. Des soins de cicatrice toujours par une infirmière, glaçage. Il faut savoir que la suture méniscale, c'est un petit peu plus douloureux, un petit peu plus difficile pour le patient que la ménisectomie. Les résultats des sutures, c'est quand même 15% d'échecs où on n'obtient pas la cicatrisation malgré l'avivement puis la suture méniscale. Une ménisectomie secondaire sera alors nécessaire, ça fait une deuxième intervention, mais on estime que dans 80% des cas, la ménisectomie secondaire est moins importante que si on l'avait réalisée d'emblée. Donc c'est quand même un succès. Il y aura 62% à 90% de bons résultats au total à moyen et long terme. Les facteurs de bon pronostic, c'est quoi? C'est le jeune âge, le délai de prise en charge inférieur à 3 mois, le ménisque médial cicatrise mieux que le ménisque latéral. Et là, j'insiste là-dessus, un genou non stabilisé, ça va être un échec de suture à coup sûr, et encore plus quand c'est une anse de saut. Si on a un LCA et une anse de saut et qu'on ne fait pas la ligamentoplastie du LCA, l'anse de saut va récidiver, c'est certain, la suture ne va pas fonctionner. Donc, méfiance à ça. Et si on a déjà eu une plastie et qu'on récidive une anse de saut, ou qu'on fait une anse de saut alors qu'on a eu une plastie du LCA, se poser la question de la compétence de la plastie du LCA, d'où pourquoi pas l'intérêt d'un télos ou d'un GNRB pour faire le point sur les laxités résiduelles après ligamentoplastie. Pour conclure, je dirais que la démarche actuelle, c'est l'épargne méniscale à tout prix et je pense que c'est une bonne chose pour éviter l'arthrose au long terme. Donc, il faut favoriser les sutures et faire des ménisectomies à minima, enlever le moins possible de ménisque, juste la portion concernée par la lésion méniscale. Donc, on essaiera de suturer toutes les lésions méniscales traumatiques et pour les lésions méniscales dégénératives, il faudra peser les choses et voir ce qui est réparable de ce qui ne l'est pas. Mais bon, pour les lésions méniscales dégénératives, quand il faut faire une ménisectomie, elle doit être faite. C'est un traitement qui fonctionne. Il faut peser les indications du traitement méniscal des lésions méniscales dégénératives avec, avant de la prendre en charge, un traitement médical bien conduit. Voilà. Et la dernière chose, c'est le respect des consignes ici suture méniscale. Il faut temporiser le patient. Il y a des patients pressés de reprendre le sport, de reprendre la marche. L'appui, la décharge doit être respectée, le temps prescrit et la flexion doit être reprise progressivement et le retour au sport doit vraiment être progressif et pas trop rapide.
Ben, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il y aura une place pour les questions. Je vous ai mis toutes mes coordonnées, mon mail. Vous n'hésitez pas à me joindre si vous avez la moindre question, que ça concerne le genou ou autre chose. Voilà, je réponds à toutes les questions sans problème. Je vous remercie. Super. Bien évidemment, je remercie Romain Dayan pour son intervention qui était très bien construite et intéressante. Par souci d'alléger le replay, nous avons décidé d'enlever la partie questions-réponses qui a eu lieu à la fin de cette intervention. Et nous enlevons aussi celle qui aura lieu après l'intervention de Baptiste. Et maintenant, je laisse la parole à Baptiste. Bonsoir à tous. Alors Baptiste, tu es kiné à Périgueux depuis 9 ans. Je remercie François et Paul Arnaud avec qui j'étais à l'école à Paris, qui m'ont invité à faire la présentation ce soir sur le ménisque. Je travaille donc dans un cabinet libéral. Je travaille aussi pour une équipe de rugby et une équipe de foot à Périgueux. Donc je côtoie pas mal de genoux blessés, que ce soit ménisque ou LCA. Je vais passer rapidement sur l'épidémiologie, puisque Romain a bien expliqué tout à l'heure et en a parlé. On voit quand même qu'on a une grosse évolution au niveau des sutures méniscales. Je pense qu'il y a 30 ans, nos parents, quand ils se faisaient un ménisque, on enlevait le morceau de ménisque, voire le ménisque. Aujourd'hui, on essaye au maximum de suturer, de le préserver. Et c'est mieux pour tout le monde, pour le futur. On a vu tout à l'heure dans le topo de Romain qu'il fallait bien différencier les lésions méniscales dégénératives et les lésions méniscales mécaniques, séquence de saut ou fragment méniscal. Les chirurgies ne vont pas être les mêmes. Les indications de rééducation non plus. Pour faire juste un petit point au niveau de la littérature, il y a donc cette étude qui a été faite pour essayer de créer un algorithme pour faire un choix dans le traitement des lésions méniscales. Donc, avec plusieurs professionnels, ils ont essayé de définir déjà les différents types de lésions méniscales, lésions dégénératives, les critères IRM, de voir la prévalence des lésions dans la population. Comme l'a expliqué Romain tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont des lésions méniscales à l'IRM et qui n'en souffrent pas. De déterminer si c'est bien la lésion méniscale qui cause la symptomatologie, la conséquence d'un ménisque dégénératif sur l'évolution du genou et le lien avec l'arthrose. Il y a quelques études qui posent la question si le ménisque est une lésion méniscale est une cause-conséquence de l'arthrose. Comme l'a expliqué tout à l'heure Romain, il semblerait quand même que les lésions méniscales dégénératives soient des signes précoces d'arthrose. La seconde étude que je vous présente rapidement, c'était pour voir justement sur les lésions dégénératives les différents types de traitements. Donc, dans cette étude, ils avaient classé la population en trois groupes. Donc, le groupe A avec des lésions méniscales avec ou sans arthrose, le groupe B des lésions méniscales sans arthrose et le groupe C des lésions méniscales instables et sans arthrose. L'idée, c'était de chercher dans la littérature les différents traitements. Donc, un traitement chirurgical, traitement pharmacologique, comme a indiqué Romain tout à l'heure, infiltration, corticoïde ou acide hyaluronique, le traitement chirurgical, arthroscopie, placebo ou aucun traitement. Pour le placebo, dans la littérature, j'ai retrouvé deux types de placebo. Il y a un placebo où on fait juste 2 incisions sur la peau, et il y a un placebo où on fait les incisions, on rentre dans le genou et on ne fait rien. Dans les deux cas, sur la littérature, le niveau de preuve va de faible à modéré, parce que le nombre de participants est souvent peu important. En tout cas, ce qu'on peut tirer de ces deux articles, et comme l'a dit Romain tout à l'heure, c'est que la chirurgie sur un ménisque dégénératif ne doit pas être le traitement de première intention. Le traitement médical et kinésithérapique doit être conduit pendant au moins 3 mois. J'aurais tendance à dire entre 3 et 6 mois au moins, pour voir si on peut apporter des bénéfices aux patients avant d'aller faire une méniscectomie. Si le traitement conservateur ne fonctionne pas, bien évidemment, on peut tenter une méniscectomie qui parfois améliorera le patient. Donc, petite conclusion sur cette partie-là, c'est que nous avons, nous, kinésithérapeutes,
un rôle important dans la prise en charge des lésions méniscales dégénératives pour accompagner le patient, pour lui éviter une ménisectomie qui, on sait, aura des conséquences sur une arthrose probablement beaucoup plus précoce. La Haute Autorité de Santé, sur les ménisectomies, on donne 15 séances. Moi, j'ai tendance à dire quand même que 15 séances sur une ménisectomie, c'est peu. Alors, on va me dire, ça dépend de quel type de patient. Si vous êtes chez un patient sportif qui doit reprendre à un bon niveau de sport, ça me paraît un peu léger. Si vous êtes sur quelqu'un qui est sédentaire et qui fait une ménisectomie parce qu'il est juste un peu douloureux, il est douloureux, il est gêné au quotidien et qui n'a pas un gros niveau sportif, en 15 séances, on va pouvoir rééduquer sans problème. La ménisectomie partielle. Alors, j'ai essayé de faire un petit topo avec pas mal de petits exos que vous puissiez, dès demain au cabinet, se dire peut-être que celui-là, vous ne le faisiez pas, vous en faites sûrement d'autres. Mais voilà, pour essayer d'apporter un petit peu de choses un petit peu vivantes. La première partie sur une ménisectomie partielle, elle est assez simple. C'est comme beaucoup de pathologies traumatiques du genou, c'est même suite à une entorse, sans forcément d'opération. On va avoir une partie avec une dominante antalgique et trophique, donc diminution de l'EDM, récupérer les amplitudes articulaires. Alors j'ai mis extension plus parce que souvent c'est ce qu'on galère le plus à retrouver. Les patients avec l'œdème du genou ont toujours un petit flessum, ils sont dans leur canapé avec un petit coussin sous le genou parce que ça fait moins mal, c'est plus agréable, on est mieux. Sauf qu'après, on galère toujours pour l'extension active et pour la marche, c'est quand même un peu plus chiant. Le verrouillage du quadriceps et les correctifs de marche. Alors là, juste petite vidéo, je demande juste la contraction du quadriceps de mon patient. Donc là, pour la petite information, ce joueur il avait eu une suture méniscale, une reprise en compétition à 6 mois après la suture méniscale et récidive, donc on a fait une ménisectomie après. L'exercice écrase-coussin, alors moi je suis moins fan de le faire sur table, je préfère le faire en charge. Je trouve que le patient à la limite utilise moins son fessier que sur la table. Voilà, on voit bien qu'il contracte bien le quadriceps, on voit bien vaste médial et vaste latéral qui se contractent, bien l'ascension de la rotule. Il faut bien contrôler que le patient fasse bien l'exercice avec le quadriceps. Exercice avec l'élastique, un peu comme celui de tout à l'heure avec le coussin. Sur celui-là, il faut être vraiment très vigilant que le patient passe avec le quadriceps, parce que sinon il a tendance à le faire avec les fessiers et les disques jambiers un petit peu en fin d'extension. Et le quadriceps n'est pas forcément très contracté. Il faut vraiment lui demander de contracter le quadriceps, de remonter la rotule et vérifier que la rotule ne soit pas mobile. La deuxième phase, ça va être bien évidemment la phase de renforcement musculaire. Donc, quadriceps ischio-jambier, abducteur-adducteur, triceps sessural, fessier, le tronc, travail cardio, proprioception, début de la pliométrie et reprise de la course. Pour le quadriceps, quelques exercices assez simples. J'ai essayé de montrer des exercices où il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel, parce qu'on n'est pas tous équipés avec énormément de matériel dans nos cabinets. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse essayer de rééduquer tout le monde dans son cabinet. Donc, je pense qu'un Swiss Ball, vraiment tout le monde en a un. Une box, ça peut être une chaise, ça peut être un banc. Le TRX, ça devient quelque chose que quasiment tous les cabinets ont. Renforcement du quadriceps, exercice tout simple avec le Swiss Ball dans le dos. Le patient monte, sous descend. Il peut avoir une charge additionnelle. On peut le faire sur une jambe. Voilà, on peut imaginer différents exercices. Il peut faire une pause en bas. On peut faire varier. On peut même mettre une petite mousse sous l'un des pieds pour faire un peu instable. Exercice basique, simple, efficace. Le patient peut le faire chez lui. Il va acheter un ballon et il travaille un peu à la maison. Ça ne lui fera pas de mal. Exercice avec un poids, simplement, donc là, haltère, kettlebell, medicine ball, tout ce que vous pouvez trouver. Et le patient peut le faire chez lui avec un pack d'eau, un sac à dos avec des livres. Simple aussi, mais efficace. Sur les exercices, les deux premiers exercices, on essaie de bien vérifier que le patient ne rentre pas les genoux vers l'intérieur, il garde bien l'axe du genou. Troisième exercice, se lever d'une boîte, donc ça peut être d'une boîte, d'une chaise, d'un banc, tout ce qu'on veut. On
On voit en fonction de la hauteur. Genou 90, c'est déjà un bon début. Et si on peut, ben après, si le patient c'est trop facile, on rajoute une charge, comme pour les exercices précédents. Un peu vite. Monter sur une box. Exercice un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est pareil, il peut le faire à la maison. Tout ça, on lui dit 2 ou 3 fois par semaine, en plus des 2 séances au cabinet, ben, tu me fais ça. Et au moins, ça permet de les faire travailler et que les patients soient investis un petit peu dans leur rééducation. Exercice au TRX. Donc là, sur une jambe. C'est simple. Là, exercice sur la K-box excentrique. C'est l'iso inertiel. Si certains connaissent, on pourra en parler après si vous voulez. L'idée, c'est que quand elle fait l'extension de genou, en fait, il y a un retour en excentrique. Donc, plus elle va pousser fort pour tendre la jambe, plus le retour sera important, donc elle sera obligée de freiner. Au niveau des ischio-jambiers, l'exercice basique pour moi des ischio-jambiers que tout le monde peut faire au cabinet, c'est avec un Swiss ball, tout simple, sur 2 jambes, en maintenant le plus possible genoux, hanches et épaules alignées. On voit trop souvent des fesses qui descendent quand les talons se rapprochent des fessiers, justement. On n'a plus l'alignement entre le genou, la hanche et l'épaule. Donc, exercice là sur 2 jambes. En progression, bien évidemment, sur une jambe. Donc là, on voit, il le fait quand même pas mal. Il se débrouille plutôt bien. Il a l'habitude de le faire. Exercice avec une charge. Plus sur le travail excentrique des ischio-jambiers et concentrique au retour. Le nordique hamstring, plus difficile à réaliser. Là, on voit qu'elle se débrouille vraiment bien. Alors elle, c'est sur une ligamentoplastie de genou. Mais on a peu de nos patients qui sont capables de ralentir le mouvement comme ça. Alors si vous n'avez pas de barre pour maintenir le patient, vous pouvez très bien le tenir vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire 25 séries de 50 répétitions pour lui cramer les ischios, donc ça peut être rapide en fin de séance, un peu de nordic hamstring, c'est toujours intéressant. Renforcement des moyens fessiers, toujours avec notre ami le Swiss ball. On vérifie bien que le patient garde le genou dans l'axe. On voit que sur la fin du mouvement, il a tendance à avoir le genou qui part un petit peu vers l'intérieur. On va essayer de contrôler. On lui demande avec la jambe qui contre le ballon de pousser contre le mur. Ça le déstabilise un petit peu. Exercice avec des élastiques. On n'est pas chassé. Après, on peut mettre plus ou moins d'élastiques. On peut en mettre un deuxième au niveau des pieds. Si on veut que ce soit plus dur, on peut faire des pas beaucoup plus dynamiques avec des pots, des changements de couleur. Renforcement grand fessier. Swiss ball et un poids. On peut, si le patient il galère un petit peu avec l'équilibre au niveau du Swiss ball, on peut le faire juste avec les épaules sur un banc, sur une chaise. Ça marche aussi. Voilà. Et après, on met une charge additionnelle en fonction des capacités de notre patient. Sur une jambe, en progression. Et après, on peut modifier la charge bien évidemment. On peut le faire avec une barre. Hein. Si vous avez une barre au cabinet, vous pouvez très bien le faire avec une barre. Il n'y a pas de souci. Travail de proprioception que tout le monde connaît et utilise au cabinet. Le classique en début de rééducation, on met en appui bipodal, une jambe sur un plateau instable devant, l'autre sur un plateau stable. On peut faire varier les différentes positions, faire varier la hauteur de la jambe derrière pour mettre plus ou moins de poids sur la jambe avant. Puis quand tout ça c'est acquis, on peut passer sur l'unipodal. On remarquera nos jolies blouses spéciales Covid que nous avions fait. On ne savait pas trop si on devait y avoir une blouse par patient, etc. C'est très joli. Travail du geste sportif un petit peu. Voilà, elle fait du hand. On
peut rajouter avec un élastique, voilà, comme si elle faisait un tir ou une passe, et en même temps on travaille sa proprioception de genou. Proprioception avec des sauts. Donc là, moi je fais un petit carré et la consigne c'est, je lui dis devant, derrière, droite, gauche. En progression, on peut rajouter un ballon. Là, on voit qu'elle regarde le sol. Pour l'instant, elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Et après, l'idée, c'est de rajouter les doubles tâches pour la perturber un petit peu plus, c'est que le travail soit plus difficile. Toujours un travail de saut un petit peu plus dynamique. On veille surtout à ce que le genou, à ce qu'elle stabilise bien son genou. Il n'y a pas de valgus dynamique, que le genou ne rentre pas vers l'intérieur. Et là, on peut aussi rajouter un ballon si on veut, pour plus de difficultés. Alors, ça, c'est un petit travail de saut que j'aime bien faire avec un medicine ball de 2 kg dans les mains. En fait, l'idée, c'est de mettre de la vitesse avec le ballon. Donc, le ballon, on démarre la hanche droite. On monte très vite vers la tête et on redescend très, très vite vers la hanche gauche au moment où on fait le saut. En fait, l'idée, c'est que ça va déstabiliser au niveau du tronc. Donc, ça va imprimer une rotation vers la gauche au niveau du tronc et ça va l'obliger à lutter contre cette rotation et donc à contrôler le genou. Parce que travailler sur l'équilibre juste axe cheville, genou, hanche, ça ne suffit pas parce que dans les mouvements sportifs, on va avoir l'impact du tronc lorsqu'on va faire un mouvement, soit une passe, un shoot ou autre. On a forcément le tronc qui va être impacté. Et donc, d'être capable de contrôler ce mouvement du tronc, ça va limiter le valgus dynamique du genou. Un petit peu de travail de pliométrie, donc des sauts plus dynamiques en bipodal. Alors là, c'est pas une mystectomie, on voit la chirurgie, on voit la trace de la cicatrice, c'est sur une gametoplastie, sur une judo 4 15 ans. Travail unipodal, dynamique. La phase 3, donc qui va être une phase vraiment de musculation, augmentation de toutes les contraintes en proprioception, augmenter les difficultés, augmenter les sauts, intensification de la course, pliométrie et introduire les changements de direction. Pour la musculation, j'ai fait une petite diapo rappel. C'est pas tout le temps simple au cabinet de mettre ça en place, mais c'est pour avoir un peu les grandes lignes de quoi faire et pourquoi le faire en musculation. Pour faire de l'hypertrophie musculaire, donc quand on a un patient qui arrive avec un quadriceps, une fonte musculaire importante avec 2 ou 3 cm d'amyotrophie, on se dit là, il va quand même falloir faire un petit peu d'hypertrophie musculaire si on veut réussir à avoir quelque chose. Pour l'hypertrophie, il faut travailler aux alentours de 80% de la charge maximum. Nombre de séries, il y a plusieurs méthodes. Il y a les méthodes, on va dire, classiques, connues, qui est une série de 10 répétitions. Il faut que la 10e répétition soit difficile. Si le patient à la 10e répétition, il peut en faire 15, c'est qu'on n'a pas la bonne charge. Le travail de 3 à 6 séries en biceps. Le biceps, on fait si on travaille par exemple sur le quadriceps, on peut faire un leg extension et après on enchaîne avec du squat. Donc c'est pour fatiguer, faire une pré-fatigue sur le muscle. On peut le faire soit en pré-fatigue, soit en post-fatigue. Donc squat, mouvement complet, puis mouvement analytique, leg extension. Avec un nombre de répétitions allant de 6 à 10. Et l'idéal pour faire de l'hypertrophie, c'est 4 séances par semaine. Il faut 3 à 4 séances par semaine. D'où l'intérêt d'expliquer aussi aux patients de travailler à la maison. Parce que si on le voit 2 fois par semaine, si on a 15 séances et qu'on le voit 4 séances par semaine, on va le voir 4 semaines, ça va peut-être être un peu juste pour la rééducation. Par contre, s'il fait lui du travail chez lui, ça va être intéressant. Travail d'explosivité, en général, on essaie de travailler aux alentours de 50% de la charge maximum. Peu de séries, de 2 à 3, parce qu'on veut vraiment de la qualité sur le mouvement. Répétition de 6 à 8. Et l'objectif, c'est d'être sur une phase concentrique qui est le plus rapide possible. On peut faire des méthodes contrastées. Méthode contrastée, c'est on fait un mouvement avec une charge lourde, puis un mouvement charge légère. On peut faire un squat lourd, par exemple, et un squat jump sur une box. Travail de la force musculaire. Probablement la chose la plus difficile à travailler dans nos cabinets, parce qu'il faut avoir du matériel pour pouvoir charger vraiment.
et que c'est un petit peu traumatisant pour nos patients. Donc, on ne le fait pas en début de rééducation. Ça n'est pas l'objectif dans les 3 premières semaines. On ne va pas aller faire de la force musculaire. La force, pour être capable de soulever lourd, il faut s'entraîner à soulever lourd. Donc, la charge, elle est aux alentours de 90% de charge maximum. Les séries, 2 à 3 séries, on peut monter jusqu'à 5 chez quelqu'un qui commence à être un peu entraîné. Et le nombre de répétitions est de 1 à 3. C'est-à-dire quand on fait 1 à 3, c'est que la troisième, on ne peut pas la lever. En général, on fait 2 séances par semaine. C'est quand même assez traumatisant pour un genou, donc ce n'est pas forcément à faire d'emblée. C'est fatigant nerveusement. Ça demande une bonne récupération entre les séries. Et ce n'est pas forcément évident au cabinet de mettre 90% de la charge maximum. Après, travail d'endurance de force, on a 50% de la charge, donc entre 3 et 5 séries et 15 à 20 répétitions. Tous ces paramètres musculaires sont à travailler chez nos patients. Il ne faut pas se dire juste je fais de l'hypertrophie, juste je fais de l'explosivité, juste je fais de la force musculaire. Tout, globalement, va être à travailler à un moment ou à un autre chez nos patients. L'endurance, c'est peut-être quelque chose parfois on oublie, et pourtant c'est important de le travailler parce que lorsque on a un patient qui va reprendre le sport, faut que ses capacités musculaires soient toujours présentes à la 60e, à la 80e minute de jeu. C'est dans la fatigue souvent qu'on a un peu plus de blessures. Donc, il faut être capable d'encaisser des charges d'entraînement, des matchs de façon plus importante. Donc, il faut à tout prix travailler sur l'endurance musculaire aussi. Pour rechercher la charge maximale, petite astuce, quand on a un genou opéré, donc on ne peut pas lui faire un test de force max en lui disant faut que on trouve le poids que tu es capable de faire, de lever en une rep. Moi, ce que j'essaie de faire au cabinet, je vais chercher le max sur la jambe saine et après, j'essaie de m'approcher progressivement en 1 ou 2 séances sur la jambe qui a été opérée, m'approcher au plus possible de mes valeurs, soit de 80%, soit de 50%. On fait un petit peu à tâtons pour s'en approcher. On démarre avec la jambe saine parce que sur un genou opéré, dire à un patient, écoute, tu peux faire une rep au maximum, je te mets 100 kg sur la presse, pas tout le temps évident, le patient ne va pas forcément être rassuré, il ne va pas forcément avoir envie et donc il ne va pas être capable de lever autant. Un petit peu de travail de pliométrie avec échelle. Là, j'ai rajouté avec un petit élastique qui oblige à maintenir les jambes écartées, travailler un petit peu les mollets fessiers. Et là, avec un mouvement de bras, avec le ballon lesté. Petit exercice avec élastique. Donc, moi, je donnais les couleurs de plot et essayer d'aller toucher le plot. Voilà, c'est exercice contre résistance. Bon, les élastiques sont assez costauds. J'ai noté, on va être à 4-5 points de rééducation sur sa ligne monto. La même chose, mais cette fois en pas chassé pour travailler un petit peu sur le côté, travailler les mollets fessiers. Elle travaille aussi le retour, bien contrôler le retour, parce que l'élastique est assez costaud, donc si elle ne maîtrise pas le retour, elle peut vite se retrouver dans la presse. Le délai de retour à l'activité et au sport. Alors c'était une question tout à l'heure qui a été posée à Romain. Sur les mini-sectomies partielles, on a une reprise d'entraînement qui est en général entre 6 à 8 semaines. Peut reprendre souvent l'entraînement. Nous, la réhabilitation, tout ce qui est travail, vélo, et commencer à travailler la musculation, on commence au bout de 2 à 3 semaines, sachant que les 2-3 premières semaines, c'est la partie antalgie, récupération des amplitudes articulaires. Et vu qu'on n'a pas de consigne de contre-indication particulière après une menisectomie partielle, c'est surtout l'état du patient, comment est son genou, s'il est gonflé, pas gonflé, s'il est douloureux, pas douloureux. C'est plus ça qui va nous guider sur la reprise des activités et progressivement l'intensification de la rééducation. Suture méniscale. Alors, comme l'a expliqué Romain, donc il y a plusieurs particularités. Il y a, au niveau de la flexion, en fonction du chirurgien, une limitation dans les 6 premières semaines. Moi, ce que je vois chez mes patients,
c'est que si la flexion, elle vient toute seule, moi, je la laisse venir toute seule, je ne force pas. Les 6 premières semaines, je n'essaie pas d'aller au-delà de 90, 100, 100. Si ça vient, ça viendra après tranquillement. S'il a déjà 100 sans avoir rien fait, je laisse 100, hein, je le limite pas plus que ça. Mais par contre, je ne vais pas aller forcer pour dire allez, on fait un talon-fesse à 3 semaines. Il n'y a pas d'intérêt, ça va revenir progressivement. Je vais peut-être être plus insistant sur l'extension parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on a une bonne extension, on a un meilleur contrôle du genou, on a un verrouillage du quadriceps qui se fait mieux, on récupère mieux le quadriceps et on peut mieux travailler. C'est vraiment l'extension, moi je trouve qu'il faut travailler en premier. Limitation d'appui, donc ça dépend vraiment des chirurgiens. Donc il y a des chirurgiens qui disent oui, d'autres non, pas d'appui, moins d'appui. Ça c'est un peu dépendant du chirurgien. Nous, le début de la réhabilitation, c'est plutôt après 6 semaines. Les 6 premières semaines, voilà, c'est plus partie passive, gestion contre le BM, la douleur, l'amplitude articulaire et l'entraînement spécifique après 14 semaines. On voit que 14 semaines, c'est quand même plus de 3 mois. C'est long. Il faut bien se dire sur un patient, sur une suture méniscale, il faut lui dire ce sera long. Mais c'est bon pour toi. Donc, la phase 1 un peu plus en détail. Donc, les 3 premières semaines, gestion de la douleur, gestion de l'œdème, mobilisation de la patella, maintien de l'extension et stimulation du quadriceps. Donc là, c'est vraiment sur la stimulation du quadriceps, verrouillage du quadriceps, extension et verrouillage du quadriceps. C'est vraiment les 2 choses sur lesquelles j'insiste beaucoup auprès de mes patients. Je leur demande de travailler tous les jours là-dessus parce que plus vite ils ont l'extension, plus vite ils ont un bon quadriceps, mieux c'est pour la rééducation derrière. De 4 à 6 semaines après, les 4e et 6e semaine, on a un gain d'amplitude, travail du quadriceps encore, pas de travail des ischio-jambiers. Alors en actif, on a tendance à éviter le travail des ischio-jambiers les premières semaines, parce qu'il y a des expansions ischio-jambiers sur les ménisques et ça tire un petit peu sur le ménisque lorsqu'on fait le travail contre la résistance. C'est un petit peu dommage d'aller tirer sur la suture méniscale, sachant qu'on essaie de préserver le ménisque pour que l'opération du chirurgien pour que la suture puisse être de bonne qualité, que ça se maintienne. Donc, bon, moi, je m'abstiens de travailler les ischios les 6 premières semaines. Je les travaille en douceur après, tranquillement. On sait que c'est une rééducation qui sera longue, donc de toute façon, on aura le temps de les travailler. Et aujourd'hui, on a vu que sur les sutures méniscales, il fallait vraiment prendre le temps pour que le résultat soit le meilleur possible, parce que à long terme, ce sera bénéfique pour le patient. La phase 2. Donc pour passer à la phase 2, les critères sont donc amplitude articulaire complète, plus d'épanchement et un bon contrôle du quadriceps. Une fois qu'on a tout ça, on peut passer à la phase 2 qui va être d'accentuer le renforcement musculaire, commencer le travail de proprioception et le travail cardiovasculaire. Donc sur vélo, sur tapis, en marche pas en course pour l'instant. La phase 3, qui est la phase dite de reprise d'activité. Donc pour les critères, sont absence d'épanchement articulaire, amplitude articulaire active complète, force égale à 70% de celle du membre contralatéral. Pendant cette phase-là, on va dire un petit peu la phase de réathlétisation. Donc on va continuer le renforcement musculaire dans notre patient, augmenter la proprioception, début de la course à pied et commencer les entraînements spécifiques au sport. Le return to play, donc le retour terrain, retour compétition. Aujourd'hui, pour les lésions méniscales, il n'y a pas de consensus sur les lésions méniscales opérées, les sutures méniscales, pour un retour terrain. Par contre, il y a forcément des choses qui sont un minimum indispensable avant de renvoyer un patient sur un terrain. Premièrement, amplitude articulaire passive et active identique au membre sain. Pas d'épanchement lors de l'activité spécifique. C'est-à-dire qu'il a repris l'entraînement déjà, et à la fin de l'entraînement, il n'a pas le genou qui gonfle, il n'a pas d'épanchement articulaire le lendemain, il n'a pas de gêne à la marche, etc. Un schéma de course normal. Les hop tests. Alors, je vais vous montrer après, il y a des vidéos sur les hop tests. L'agility test, le changement de direction identique au côté sain. Alors, les hop tests sont facilement réalisables au cabinet. Agility test et changement de direction, souvent c'est un peu plus compliqué parce qu'on manque un petit peu d'espace. Force supérieure à 90%. Alors moi, j'ai tendance à dire pour reprendre la compétition, pourquoi 90%? J'essaie d'avoir force
identique des deux côtés, pas 1 ou 2%. Test isocinétique, je l'ai mis entre parenthèses tout simplement parce que tout le monde n'a pas accès à une machine d'isocinétisme. Moi, j'en ai une au cabinet, donc mes patients passent dessus en rééducation et donc passent dessus forcément en test. Voilà, il n'y a pas que les machines isocinétiques. Il ne faut même pas oublier que l'isocinétisme, c'est on est assis sur une machine, c'est pas très fonctionnel comme mouvement. Donc, c'est très intéressant. C'est un très bon outil en rééducation, c'est un très bon outil en test. Mais tout le monde n'y a pas accès. Je pense qu'on peut faire des tests plus fonctionnels pour ceux qui n'ont pas accès à la machine d'isocinétisme. Test psychologique d'appréhension, on peut utiliser le test qui est utilisé pour le LCA. Alors, les hop tests, petite vidéo, tout simplement, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc là, il va faire le single hop test, donc un saut unipodal. On mesure la distance, on compare à gauche-droite. Normalement, il y a 3 essais. L'idée, c'est de regarder à la fois, je vais mettre pause, donc sur le hop test, sur le single hop test, on regarde bien évidemment la distance que le patient est capable de faire, donc la longueur du saut. Il faut aussi regarder la qualité du saut et la qualité de la réception pour voir si le patient a une stratégie. Vous allez avoir des patients qui vont faire un saut avec la jambe saine qui va être en hauteur puis en longueur, alors que sur la jambe opérée, ils vont faire un rase-mode pour essayer d'aller le plus loin possible. Là, le triple test, alors non, celui-là c'était au 6 mètres. Alors celui-là, pas facile à faire au cabinet, je vous remontre. Là, c'est de parcourir les 6 mètres le plus vite possible en faisant des sauts. Il n'y a pas de nombre de sauts spécifiques. Celui-là, je ne le fais pas au cabinet, tout simplement parce que je n'ai pas de cellule photoélectrique pour mesurer. Mais si le temps que met mon patient, si je prends mon chrono, je ne serai pas assez précis. Je vais faire 6 mètres en 2 secondes. Le delta d'erreur entre le moment où j'appuie sur le chrono pour démarrer et le moment où je mets stop, je ne serai pas du tout précis, donc ça n'a pas d'intérêt de faire le 6 mètres au cabinet. Là, le triple saut. Donc, on vérifie la qualité du saut. Hop. Pardon. Ah, partage d'écran, c'est arrêté. On remet. Bon. Là, les sauts croisés de part et d'autre d'une ligne. Donc là, ça nous permet aussi de bien contrôler le valgus dynamique du genou patient. Donc, il faut avoir un petit peu d'espace au cabinet, mais en général, le single hop et le triple saut sont facilement réalisables. Si on n'a pas trop de place, on peut aussi réaliser le side to side. On met 2 bandes de strap au sol distantes de 40 cm. Et le patient fait des sauts de part et d'autre, donc des sauts latéraux, pendant 30 secondes. On compte à 15 secondes combien il a fait de sauts, et à 30 secondes, on fait la même chose de l'autre côté, et ça nous permet de voir s'il est capable de faire des sauts latéraux de façon répétée, puisque 30 secondes, c'est assez long, c'est fatigant. Et ça nous permet de comparer gauche et droite, et on peut voir la stratégie aussi, s'il passe bien en hauteur, s'il fait des tout petits sauts à ras du sol pour essayer d'en faire le plus possible, s'il a un bon contrôle de son genou, s'il n'a pas le tronc qui part dans tous les sens, etc. L'agility test, donc là, il faut un petit peu plus de place. C'est un test de terrain. Donc, vous voyez, déplacement en course ligne droite, déplacement pas chassé latéraux. On a touché les plots. On revient en arrière le plus vite possible. Voilà, donc ça, c'est intéressant quand on voit nos patients qu'on peut avoir accès à un terrain. Ce n'est pas pour tout le monde. Si jamais vous travaillez avec un club sportif, ce qui peut être intéressant, c'est de demander au préparateur physique de vous faire le test et de vous envoyer, de le filmer, même le patient. Comme ça, vous pouvez voir sur ses déplacements s'il est bien sur ses appuis, si quand il repart, il ne s'affaisse pas trop, et puis vous pouvez lui demander de chronométrer, et comme ça, vous pouvez lui faire refaire dans une deuxième phase de réathlétisation, voir s'il a progressé, si ça exploite un petit peu tous les déplacements qu'on peut avoir à faire dans le sport.
Illinois Agility Test. Un autre test avec certaines valeurs qui sont demandées, valeurs références pour les hommes et pour les femmes. Test à faire en gymnase ou sur terrain. Toujours refaire le même test au même endroit. Si vous avez mesuré une fois votre patient dans un gymnase, essayez de le refaire dans le gymnase pour avoir les mêmes conditions. Pas la même chose sur un terrain s'il y a des crampons ou pas, s'il glisse. Donc voilà, le but c'est d'aller au plot, il touche, il revient en diagonale, il fait le slalom aller-retour. Il repart dans la diagonale, touche et le but c'est donc de faire ça le plus possible. Donc ça peut être aussi un bon exercice de réflexion, travail un petit peu cardiovasculaire quand on est en fin de rééducation. J'ai mis juste une diapositive sur les lésions méniscales, traitement conservateur. Premièrement, je pense qu'il faut rassurer nos patients. On l'a vu, les images ne sont pas forcément corrélées avec symptomatologie. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de patients qui viennent avec une IRM. J'ai une fissure méniscale, j'ai mal au genou, j'ai une fissure méniscale parce que ça se voit à l'IRM. Est-ce que c'est la fissure méniscale qui fait mal? Aujourd'hui, on ne peut pas tout le temps en être certain. Mobiliser le genou du patient, renforcer, stabiliser. Tout ce qu'on a vu avant, on a appliqué pour la ménisectomie et pour la suture méniscale, peut être appliqué. Ce que je rajoute en plus, c'est la progressivité. Ceux qui ont fait les formations avec Blaise Dubois, la clinique du coureur, etc., parlent tout le temps de la quantification du stress mécanique. Je pense que sur les ménisques non opérés, la quantification du stress mécanique est l'une des clés de la réhabilitation de nos patients. C'est-à-dire remettre notre patient en confiance, lui redonner une capacité à bouger et de progressivement augmenter ses capacités. Bien évidemment, pour cela, il va falloir probablement le renforcer. On teste et on voit si ça mérite le renforcement ou pas. Ce sont souvent des patients qui ont mal depuis longtemps, ça traîne, ils ont vu plusieurs personnes, parfois un chirurgien, parfois ils ont eu une infiltration, parfois ils ont eu maintenant une PRP, acide hyaluronique, ils ont un copain qui s'est fait opérer, ainsi de suite. Donc c'est des patients qui peuvent être un petit peu compliqués à gérer et il ne faut pas hésiter à prendre le temps de vraiment les rééduquer, de les renforcer, de les ramener vers du sport, vers la course à pied, d'analyser peut-être leur foulée, de modifier la cadence, etc. pour les remettre au sport et peut-être diminuer leur douleur ou d'être capable de faire une activité avec la même douleur. Une petite gêne, peut-être toujours une petite gêne, mais qui ne s'aggrave pas à l'activité physique. Pour conclure, donc, si le ménisque est réparable, suture chirurgicale. Comme l'a dit Romain, c'est important de préserver les ménisques. Il faut essayer d'intervenir dans les 3 mois suite à la blessure. Là, on a aussi un rôle dans les zones, comme moi, je suis un peu en zone rurale quand même, à Périgueux. Parfois, le patient il passe d'abord entre nos mains, il n'a pas l'IRM de suite, il n'a pas forcément le chirurgien de suite. Donc, nous, on a un rôle diagnostique important aussi. Si on voit que c'est une lésion méniscale, mais que le patient il a un FSM irréductible et que ce serait bien de l'opérer, ou c'est traumatique, c'est un jeune, il y a une suture méniscale à faire, mais il faut essayer d'orienter le plus vite possible avec le médecin et le chirurgien pour qu'on mette toutes les chances de son côté pour qu'il puisse avoir un ménisque suturable et que la suture tienne. Pour le ménisque qui n'est pas réparable et sans blocage, rééducation à fond, plus traitement médicamenteux, mais rééducation, j'insiste bien, rééducation, ça peut être long, mais ça vaut le coup, je pense, pour les gens, de les faire bouger. Plus les gens bougent, mieux ils sont en général. Et si au bout de quelques mois, la rééducation n'a rien fait, envisager une chirurgie pour faire une ménisectomie. Il faut surtout que le patient il adhère en fait aussi à notre traitement. Je pense que ce soit pour le genou ou autre chose, si le patient il adhère à notre traitement, qu'il est acteur dans son traitement, qu'il se prend en main pour sa pathologie, on aura fait une grosse partie du boulot.
Donc la mini-sectomie, rééducation rapide, 6 à 8 semaines pour un retour terrain en fonction du niveau sportif. On n'a pas de limitation d'amplitude pour la rééducation dès le début. Il faut travailler tous les types de contractions musculaires, donc isométrique, concentrique, excentrique, plyométrique. Je n'ai pas parlé beaucoup tout à l'heure de l'excentrique, mais lorsqu'on fait une réception de saut, un changement de direction, etc., le genou, une grosse partie des contraintes sont absorbées par le quadriceps en excentrique. Donc c'est vraiment un mode de contraction qu'il ne faut surtout pas oublier. Importance de la proprioception et du contrôle moteur du genou en lien avec la hanche, la cheville et bien évidemment le tronc. La suture méniscale, la rééducation, elle est longue. Ça, il faut d'emblée l'expliquer au patient. Parce que, en fait, le patient il va se dire ça va assez bien, assez vite, quand même. 6-8 semaines, il va dire je vais super bien, c'est mieux, quand est-ce que je peux reprendre ci, quand est-ce que je peux faire ça. Il faut lui dire ça va être long, entre 4 et 6 mois, et être très progressif. Alors moi j'avais un taux d'échec selon mes études qui était de 25%, on a un taux d'échec de 15%. Je pense que le taux d'échec il varie aussi en fonction de délai d'opération, du type de lésion méniscale. On sait qu'il y a des zones, des fois il y a des zones qu'on va suturer, que le chirurgien va suturer en se disant bon je suis pas sûr que ça tienne complètement, mais je vais le tenter parce que ça peut valoir le coup quand même d'essayer. Enfin, c'est variable, mais c'est quand même important de tenter de sauver le ménisque le plus possible. Donc, précaution dans les 6 premières semaines. Donc, quand on fait la suture méniscale, comme on l'a expliqué, ils avivent la lésion pour qu'il y ait un saignement, pour que le ménisque se ressoude, se recolle, entre guillemets. Donc, c'est important de ne pas trop tirer dessus au début. Importance des tests de retour terrain, parce que pour remettre nos patients sur un terrain, il faut qu'on soit sûr qu'ils puissent reprendre leur activité en étant protégés le plus possible. Donc, test terrain, comme je vous ai montré, les hop tests, test de contrôle moteur du genou, test isocinétique si vous avez accès. N'hésitez pas à faire appel à un confrère qui a la machine ISO, il vous fait le test ISO, il vous fait le compte rendu. Je travaille beaucoup comme ça avec mes collègues. Ils m'envoient juste le patient pour l'ISO, je fais le test, je fais le compte rendu et je leur envoie. Et comme ça leur permet de continuer de travailler, d'avoir une base de travail. Et le patient, ça lui fait un feedback aussi, de se dire ah, j'ai 20% de déficit, quand même, il faut que je travaille, alors qu'il ne s'en rendait pas forcément compte avant. Voilà, donc je pense que notre boulot à nous, ça va être de bien travailler sur la rééducation de nos patients, d'être patient, de prendre le temps de les faire bosser. Voilà. De travailler en collaboration avec le chirurgien et d'être en confiance avec les chirurgiens avec qui on travaille pour les envoyer chez ceux qui ne vont pas sauter dessus de suite pour leur faire une mini-sectomie et peut-être diminuer les chances de retour au sport à un bon niveau pour les gens, parce qu'on sait qu'il y a certaines mini-sectomies qui entraînent quand même des lésions dégénératives cartilagineuses assez rapides derrière. Je vous remercie pour votre écoute et maintenant, s'il y en a qui ont des questions, on va pouvoir essayer d'y répondre. Et voilà, super. Donc, merci beaucoup à toi, Baptiste, pour la qualité et la pertinence de ton intervention. C'était très chouette d'avoir autant d'exemples pratiques pour notre quotidien. Voilà, c'est la fin de ce replay. Je laisse la parole à François quelques secondes qui vous présente la prochaine conférence qui se fera aussi en visio sur Zoom. Donc, j'en profite du coup pour vous dire qu'on a une date d'un nouveau rendez-vous. Donc, notez bien dans les agendas, ce sera le jeudi 3 décembre. Le jeudi 3 décembre, on a une conférence sur les thérapies cognitivo-comportementales en kiné. Donc, je vous explique un petit peu. On va recevoir une psychologue qui est spécialisée dans les thérapies cognitivo-comportementales et qui nous parlera de ce que c'est et de l'intérêt que ça a. Et on aura aussi un kiné qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui a fait un DU et qui enseigne dans un DU spécialisé sur les thérapies cognitivo-comportementales. Et donc, on vous donne rendez-vous le 3 décembre à 20h30. C'est 20h30 cette fois pour laisser un peu le temps à tout le monde de venir, y compris à nous.
Et puis, donc, comme d'habitude, vous poserez vos questions en direct et puis on pourra discuter de ce nouveau thème-là. Merci pour votre présence et vos questions. Merci à Romain et à Baptiste d'avoir joué le jeu, d'avoir fait une super conférence. Je pense que tout le monde était ravi. Et donc, au nom de CNKR, on vous dit à bientôt en visio. Restez connectés sur Facebook ou via notre adresse mail et n'hésitez pas à partager nos infos avec vos collègues. À bientôt!